Quatrième point, l'organisation du système d'information dans l'organisation. Donc là, vous voyez derrière, en fait, une diapo, hein. Je ne cherche pas à vous comprendre, mais c'est la réticulation, en fait, des systèmes d'information qui existaient il y a 2 ans, ça change tellement vite. Donc, on s'aperçoit que toute organisation dispose d'un système d'information qui soit formalisé ou pas. Euh, Certaines organisations sont extrêmement structurées, tout est très très bien balisé, tout est formalisé, et d'autres organisations fonctionnent quand même avec des systèmes d'information qui sont un petit peu empiriques, mais ça marche, ça fonctionne. Alors, quels sont les différents moyens? D'abord, premier point, les moyens organisationnels. Donc, le système d'information qu'on appelle SI, et vous avez donc dans beaucoup d'entreprises ce qu'on appelle un DSI, c'est un directeur des systèmes d'information. Donc, le système d'information organise la réalisation des activités dans l'organisation en formalisant des processus et des procédures de gestion de travail. Donc, ça demande à l'individu qui travaille dans l'organisation de suivre les processus qui ont été créés, qui ont été mis en place. Il n'appartient pas à chacun de créer sa propre système de, de diffusion d'informations. On lui demande d'emprunter les systèmes qui ont été utilisés. Donc, ça veut dire là, on est sur des moyens organisationnels. Très rapidement, on débouche sur les moyens technologiques parce que ça veut dire que si on organise les systèmes d'une manière un petit peu automatisée et stockée, ainsi de suite, on va avoir besoin de logiciels, de matériel, de logiciels, de réseaux. Et c'est ce qui me fait dire tout à fait en début de ce chapitre, c'est-à-dire qu'actuellement, ce qui se passe, eh bien, ça ne pouvait pas exister il y a 20 ans. Parce que technologiquement, on n'était pas au même point. Donc là, on s'appuie sur une technologie. Troisième point, c'est l'humain. C'est donc l'ensemble des acteurs qui contribuent à la mise en place du système d'information, à sa gestion, son utilisation. Mais ça veut dire que ces gens-là vont avoir une petite connaissance de la technologie d'organisation. Parce que quelqu'un qui n'est pas formé n'utilisera absolument rien de tout ça. Et du coup, une des premières choses à faire quand on assimile quelqu'un dans une organisation, c'est de bien vérifier qu'il comprend ce qu'on lui dit au niveau des systèmes d'information. Et là, ce dit-là, il y a 2 niveaux. Vous le voyez bien, quand vous créez votre propre compte sur Google, par exemple, vous pouvez avoir le choix d'être un administrateur, donc ce qu'on appelle un gestionnaire, qui fait fonctionner donc les composants du système d'information que vous venez de créer, qui va organiser, qui va gérer, qui va donner des droits plus ou moins étendus aux autres. Et puis de l'autre côté, on a les utilisateurs qui vont utiliser des informations fournies et qui pourront plus ou moins modifier cette information-là. Et on va dire que c'est les gentils membres de l'organisation. Donc ça peut être les responsables, employés, associés. Donc, si je prends l'exemple du Drive que l'on utilise, il y a des documents que je vous donne. Moi, je suis l'administrateur de ce Drive-là. Mais il y a des documents que je vous donne qui sont modifiables. Ça veut dire que vous, utilisateur, je vous ai donné des droits de modification, d'usage, et donc vous avez une certaine liberté qui vous est donnée. D'autre part, il y a des documents que j'ai complètement bloqués et que je peux complètement figer, c'est-à-dire même à la consultation. Je peux très bien dire ces documents-là, vous pouvez les lire que si vous mettez tel ou tel code. Je n'ai jamais fait pour le moment, mais je peux donc mettre des règles plus ou moins strictes. Et là, ça revient la notion de confidentialité qu'on a vue dans le chapitre précédent. Mais vous aussi, quand vous créez votre Drive et que vous partagez des choses avec moi, c'est vous qui êtes gestionnaire. Et c'est vous qui donnez le choix de partager des choses avec qui vous pensez. Hein. Donc voilà les 3 moyens qui sont à disposition de la gestion du système d'information. Alors, le rôle du système d'information. 1. Il y a la collecte de l'information. Donc le collecte d'information, c'est recueillir des informations qui sont validées, donc voir chapitre précédent, et on va les recueillir de façon cohérente et pertinente. Ensuite, vous allez traiter l'information. Donc cette information, elle va être analysée,
elle va essayer d'être comprise, d'être mise en perspective, de retravailler dessus, éventuellement de refaire des calculs, de consulter des gens dessus, de la réorganiser, de la mettre à jour. Et ainsi traitée, cette information peut être utilisée par d'autres personnes, et c'est là qu'on passe à la diffusion de l'information. Donc là, l'information va circuler vers d'autres personnes, et elle va être communiquée au bon destinataire, au bon moment, sous la forme directement exploitable. Donc la notion de temporalité est très importante parce que quand votre manager vous posera une question, il faudra savoir de combien de temps vous disposez pour pouvoir y répondre et il va falloir aussi savoir sous quelle forme vous devez lui répondre. Et à partir de là, vous allez travailler à faire votre cycle d'information. Et puis après, il y a le stockage d'informations pour pouvoir le réutiliser ultérieurement. Si je prends l'exemple de l'étude de gestion sur laquelle vous êtes en train de travailler, en fait, moi, je vous ai donné une directive où vous avez X semaines pour travailler, parce que je dis X parce que maintenant je ne sais plus ce qu'il faut dire, mais bon, a priori, je vous avais donné jusqu'aux vacances de Pâques pour pouvoir faire votre dossier. On va rester sur cette hypothèse. Vous avez 6 semaines pour travailler à faire tout le dossier, c'est-à-dire collecter l'information, l'analyser et la traiter, de la réorganiser pour voir si en effet on peut la compacter, collecter, la mettre sous une autre forme, et me la diffuser dans 6 semaines sous une forme appropriée qui soit la forme qui est demandée pour l'examen et qui comptera pour le 3C. Bon, là, en cours, je vous aurais bien expliqué, mais là, je pense que c'est un peu compliqué. On reviendra quand j'aurai la chance de vous retrouver. Ça, c'est quand même important sur les sources d'information parce que vous travaillez dessus. Il y a plusieurs types de sources d'information. Donc, la première, c'est l'information web que vous allez trouver, que la majeure partie est sur les sites web. Il y a aussi l'information sur le web invisible. Ça, c'est un peu plus compliqué pour le trouver. Alors, qu'est-ce que le web invisible, Ce n'est pas le dark web où il y a des hackers qui cachent de l'information. On n'est pas dans des théories complotistes. Le web invisible, c'est simplement une information qui a été mise en ligne à un moment donné, mais qui n'est plus indexée et que les moteurs de recherche ne retrouvent pas. Alors là, il y a des techniques pour pouvoir retrouver l'information. Si vraiment vous en avez besoin, je vous aiderai dans ce sens-là, mais objectivement, on s'en fout, puisqu'on travaille que sur l'information actuelle. Donc, si vous voulez absolument rechercher l'historique d'une entreprise et tout comme ça, il y a des méthodes. Bon. Troisième type d'information, c'est ce qu'on appelle les newsgroups, c'est-à-dire tout ce qui peut être diffusé donc par newsletter, mais aussi par des blogs d'entreprise, ainsi de suite. Bon, tout ça, ça va rentrer aussi sur de l'information. Ça veut dire qu'il y a un principe de groupe. Ça veut dire qu'il faut rentrer dans un groupe, qu'il faut s'abonner, il faut s'enregistrer pour pouvoir recevoir le courrier. Alors ça peut être intéressant, parce que si vous êtes sur quelque chose qui vous semble d'actualité et qui peut bouger dans les sprints qui viennent, ça peut être intéressant de s'y abonner. Deuxième niveau de sources d'information, c'est les informations qui sont données dans les banques de données professionnelles. Et ça, vous n'allez pas être amené à les utiliser parce que c'est des informations qui sont souvent payantes. Mais bon, il faut savoir que ça existe. Sur, par exemple, tout ce qui est propriété intellectuelle, c'est tout ce qui est patent en anglais. Et il y a donc des bases de brevets. La plus connue en France, c'est l'INPI, qui permet de savoir s'il y a eu un brevet, un nom, une marque qui a été déposée. Il y a aussi tout ce qui est information scientifique qui va être dans des bases de données, donc c'est tout ce qui est publication scientifique et technologique. Et puis vous avez tout ce qui est données économiques et qui va être compilé, qui va être dans les données. Alors quel est l'intérêt de ce type d'information-là par rapport à celle-ci? Eh bien ça, souvent c'est de l'information brute qui n'est pas forcément structurée. On va dire, elle est mal organisée, elle est structurée parce qu'elle a une forme quand même, mais elle n'est pas forcément validée et recoupée.
Cet intérêt, et c'est pour ça que cette information-là est payante au niveau des banques de données professionnelles, parce que c'est des informations qui ont été validées, qui ont été recoupées, qui ont été actualisées. Donc, dans des sociétés qui recherchent de l'information vraiment valable, eh bien, elles s'abonnent à ce genre de base de données pour être sûres d'avoir la bonne information. Troisième niveau de source d'information, c'est de l'information informelle, c'est-à-dire l'information qui est non structurée et non formalisée. Donc là, c'est par le biais d'experts ou d'organismes qui peuvent vous donner de l'information, ce qu'on appelle l'information grise, qui est difficile à retrouver ici ou ici. C'est souvent la fois de l'expérience, les experts, hein, dans expert, expertise, il y a expérience. Hein, donc, c'est des gens qui vont dire, bah oui, en effet, moi je connais telle région du monde et je peux vous dire que sur place, voilà comment ça se passe. Et vous n'aurez jamais cette information-là sur les sites et sur les banques de données. Voilà. Donc les trois niveaux types d'information. Pour votre étude de gestion, vous allez essentiellement travailler avec ça. Euh, si vous aviez accès, mais ce n'est plus le cas maintenant, à des CDI ou à des bibliothèques, bibliothèques municipales, ben vous avez aussi, par le biais de la bibliothèque municipale, on a accès à des banques de données. Mais là, tout est fermé, donc on oublie. Autre typologie des sources d'information, un petit schéma qui en dit long. Ici en rouge, c'est de l'information informelle. Et en bleu, bah, c'est l'information organisée et structurée. Voilà. Donc ça, c'est les niveaux d'information que vous allez avoir. Donc vous imaginez bien que vous n'allez pas travailler sur les rumeurs. Ça n'a aucun intérêt. Les informations issues de conférences et séminaires. Alors pourquoi c'est une information non structurée? Bah, ce qui se dit dans un séminaire. Alors des fois, il y a ce qu'on appelle les minutes de conférence, où on aura les PowerPoint qui ont été distribués, qui ont été visionnés, et du coup, vous pouvez avoir l'impression qu'au final, vous n'avez pas été à la conférence, mais vous avez le webinar, vous avez eu tout ce qui s'est passé. En fait, vous n'avez pas la réponse aux questions qui ont été posées. Et quand vous êtes présent dans un séminaire, bah, vous avez un petit peu plus d'informations que quand vous n'y êtes pas. Voilà. Donc d'avoir quelqu'un qui va vous relater ce qui a été dit lors d'un séminaire ou d'une conférence, ça peut être très intéressant. Après, on a ce qu'on appelle les leaders d'opinion. C'est des gens qui ont une autorité scientifique, technologique et qui bah, sont une forme d'experts et qui peuvent s'exprimer par le biais de blogs et ainsi de suite. Et en effet, bah, ça veut dire qu'il va falloir en effet les repérer hein, sur toute une panoplie d'experts, savoir quel est réellement celui qu'il faut suivre. Et alors là, on peut le suivre après par ses tweets, par rapport à son blog, et ainsi de suite. Donc, ça dépend du domaine dans lequel vous êtes. Quand vous serez assez avancé dans l'étude de gestion, je vous recommanderais peut-être de dire, bah, tiens, il faudrait peut-être trouver les leaders d'opinion de tel ou tel sujet, parce que ça peut être intéressant. Après, il y a tout ce qui est matériel terrain, des gens qui prennent des photos au niveau local. Euh, alors ça peut être très intéressant pour des démarches personnelles des fois. Vous voulez savoir bah, la réalité de euh, telle région du monde parce que vous avez vu des super cartes postales, c'est magnifique et ainsi de suite. Mais au final, quand vous allez regarder dans Google Maps, Google Street View, ainsi de suite, des fois vous avez des images qui sont prises par Google, mais des images aussi qui ont été postées par des gens qui ont circulé dans la région, et c'est des images d'amateurs. Et au final, ça vous donne un petit peu plus la réalité des choses. C'est ce qu'on voit dans les sites, par exemple, de réservation d'hôtels. Il y a les belles images prises par l'hôtel avec des super beaux angles et ainsi de suite, donc avec une belle lumière. Et puis vous avez les images qui ont été prises par les gens qui ont utilisé les chambres d'hôtel qui sont un petit peu plus réelles. Voilà. Donc ça peut vous permettre de faire une idée plus concrète. Voilà. Bien après, les congrès, c'est un petit peu la même chose que les conférences, séminaires, sauf que ça dure plus longtemps, les réseaux commerciaux, et puis après, là, on rentre dans toutes les informations officielles, donc les gouvernements, les ambassades, la presse, les bases de données, comme on a vu tout à l'heure, les données d'études internes, les pages web, ainsi de suite. Donc tout ça, bah, c'est des données sur lesquelles vous allez pouvoir travailler.
pour votre étude de gestion. Alors, ici, je fais un petit aparté sur, en fonction des spécialités que vous allez suivre dans l'année qui va suivre, puisque vous devez faire un choix entre communication RH, gestion finance et marketing, que au final, suivant les organisations et votre spécialité, les informations dont vous aurez besoin seront un peu différentes. Si on prend l'exemple des RH, donc les systèmes d'information pour les ressources pour les métiers, la gestion des ressources humaines, c'est le suivi efficace du personnel. Donc c'est essentiellement des informations internes dont vous allez avoir besoin, puisque vous allez collecter et traiter des données perso sur les membres de l'organisation. Ça peut être l'identité, la compétence, les diplômes, les emplois, mais ça peut être aussi sur des données plus privées, sur leur rémunération, sur la tâche de travail, sur le temps de travail. Donc là, le système d'information permet aux responsables des ressources humaines une gestion efficace dans votre mission qui est la gestion des carrières des membres de l'organisation. Donc, vous suivez quelqu'un depuis son recrutement, sa formation, la promotion, jusqu'au licenciement ou au départ d'entreprise, qui peut être la démission, le départ à la retraite. C'est aussi une automatisation de la gestion de certaines tâches, comme la rémunération. Hein, vous n'avez pas tout, ça se fait plus maintenant, mais dans le temps ça se faisait, mais maintenant toute la rémunération est automatisée. Mais il faut aussi savoir comment fonctionne l'automatisation de la rémunération et de la gestion des payes. Ça peut être aussi ce que l'entreprise doit reverser en prestations sociales, en assurance maladie, en assurance chômage. C'est aussi d'analyser les possibilités de planning et de la répartition du travail. Quand vous avez, par exemple, à gérer le personnel navigant d'Air France, je peux vous dire que la gestion du planning, c'est quelque chose qui est extrêmement complexe, parce que, je donne juste un exemple, une personne qui a été, donc si on prend un navigant commercial, qu'on appelle un hôtesse ou une hôtesse ou un steward, il a volé pendant 10 heures de la destination A au point B, donc il a droit à un repos de 18 heures. Et 18 heures après, on peut le reprendre pour faire destination du point B au point A. Mais imaginez juste une chose, que l'avion a pris du retard, que la personne, au final, elle a décollé plus tard que prévu, mais elle était déjà dans l'avion, donc elle est déjà mobilisée, donc on va lui payer des heures supplémentaires parce qu'elle a travaillé plus que prévu. Elle va arriver plus tard, mais l'avion du lendemain qui repartait 18 heures après avec le même équipage, il ne peut pas repartir avec le même équipage parce que la personne qui est arrivée plus tard, elle n'a pas eu ses 18 heures de repos, donc il va falloir trouver une autre solution, et ainsi de suite. Donc vous voyez que rien que la gestion des plannings, des fois, ça peut être très compliqué. Ces systèmes donc, de gestion de personnel, ça peut libérer donc le personnel des ressources humaines des tâches qui peuvent être fastidieuses et répétitives. Ça veut dire qu'il faut une bonne connaissance aussi des logiciels pour pouvoir paramétrer tout ceci. Et la première des compétences à avoir, c'est des compétences de gestion déjà sur un tableur Excel. Après, le tout sera rentré dans des tableurs qui seront des portails de gestion de données, et ce qu'on appelle un ERP, qui est donc un truc multitâche, mais quand même globalement, si vous savez déjà vous débrouiller avec un fichier Excel, vous aurez beaucoup plus d'avantages à comprendre comment fonctionne un ERP. Et donc du coup, l'outil logiciel est là pour vous libérer de certaines tâches, et ça permet de se concentrer sur des tâches plus humaines, plus décisionnelles et plus stratégiques. Deuxième spécialité, la gestion des gestions finances, donc l'information financière d'une organisation. Ces systèmes d'information permettent de collecter et trier des informations qui sont comptables et financières et qui sont essentiellement chiffrées, les factures, les chèques, les bons de commande, les livraisons, les documents bancaires divers. Et tout ça doit s'enregistrer automatiquement, ces opérations doivent
se générer automatiquement d'un état financier à un autre. C'est-à-dire que quand on regardera un peu plus précisément ensemble la comptabilité, vous verrez qu'une opération comptable va être reportée dans les différents livrets de comptabilité. Donc une simple saisie sur un outil de gestion de finances comme un ERP Finance comme Sage par exemple, eh bien va d'emblée va affecter tous les autres comptes. Hein, si je prends un exemple, votre client vient de vous payer par chèque, c'est un enregistrement comptable. Et bien, bah, dans le tableau du jour, bah, vous allez enregistrer ce truc-là, mais ça va être porté dans les produits ou compte de résultat. Et ça va aussi actionner différentes choses sur la solvabilité de votre client et ainsi de suite. Donc, vous avez dans ces métiers de la gestion de finances une importance essentielle au système d'information qui est très largement automatisé. Il y a très très peu de choses qui se font d'une manière manuelle. Dans les systèmes d'information mercatiques, et moi je pense principalement à l'outil CRM, hein, Customer Relationship Management, qui est un outil en effet informatique qui va donner des informations sur le client, eh bien on a besoin d'informations pour que le décideur de marketing puisse orienter le choix d'un produit, la conception, le design de ce produit-là, sa commercialisation, définir son prix, son produit, sa distribution, sa communication, donc le mix marketing. Et il a besoin d'études de marché. Voilà, donc le métier de la marketing est un métier qui se nourrit de beaucoup d'informations. Comment mettre en place et améliorer la communication d'une publicité, d'une promotion, de choisir le bon média, de vérifier le résultat de la campagne publicitaire, promotionnelle, tout ça, vous êtes obligé d'avoir des retours d'informations. Parce que derrière chaque opération de communication, vous allez mettre de l'argent. Hein. Et c'est dans les différents services de l'organisation, c'est souvent les services marketing qui sont les dotés des plus gros budgets. Euh, et une opération de communication, bah, elle doit pas être, elle doit être mesurée pour savoir si c'est un succès ou un échec. Hein. Ensuite, on a besoin de cette information pour prévoir les ventes à court terme et à long terme. Et ça, on peut le faire grâce aux historiques des ventes, des modèles statistiques. L'année prochaine, vous verrez ce qu'on appelle les régressions linéaires, donc d'essayer de prévoir ce qui va se passer. C'est donc aussi le moyen de fidéliser la clientèle, d'installer une relation personnalisée avec le client, c'est ce que je voyais avec tout à l'heure en vous parlant du CRM. Et essayer de gérer les produits actuels et ceux en développement et de regarder comment les produits évoluent par rapport à leur cycle de vie, de lancement, développement, maturité, déclin. Et tout ça a besoin d'informations. Donc, chaque organisation a son propre système d'information mercatique et il y a de plus en plus d'applications développées sur smartphone dans ce sens-là. Bien, je finis cette première vidéo sur la slide de la prochaine vidéo sur les nouveaux enjeux de la gestion des données numériques. Là, je vois que cette vidéo a déjà duré 1 heure, mais au final, dans la réalité, c'est une séance qui dure 2. Donc, au final, vous avez gagné 1 heure de temps. Voilà. Et ben, je vous retrouve pour la prochaine vidéo.